Nous nous demandions comment introduire cette conférence tout en restant crédible. Parce que l'enjeu est énorme. 418 milliards d'euros, ça semble complètement fou et faux. Et beaucoup ont instantanément, presque comme un nouveau réflexe face à l'incroyable, crié aux fake news. Et par chance, je suis retombé sur une vidéo qui a 12 ans. Cette vidéo est une enquête, pièce à conviction présentée par Élise Lucet. Heureusement, déjà à l'époque, elle faisait des enquêtes toujours aussi finement menées. Dedans, j'y découvrais Martine Donnette et Claude Diot. Et je découvrais la preuve par l'image de ce gigantesque scandale d'État. Durant 30 minutes, on entend dans cette enquête les propos ahurissants de nos élus, de nos politiques, et même de Michel-Édouard Leclerc, qui racontent tous comment, en France, depuis tant d'années, au nez des citoyens, la grande distribution et les politiques ont organisé de sympathiques allers-retours de mallettes pleines de fric. Comment ils ont arrosé, comme l'ancien ministre du Commerce Dutreil avouera, autant la gauche que la droite. Match nul donc. Et tout cela pourquoi? Pour obtenir des autorisations d'exploitation commerciale. Et pas qu'un peu. Mais aussi pour que les autorités ferment les yeux sur les hypermarchés, qui n'ont même pas d'autorisation et qui exploitent illégalement. Et je peux vous dire que ça en fait des mètres carrés illégaux. Pour vous donner un ordre d'idée, savez-vous combien ça coûte d'acheter un élu en France pour obtenir une autorisation pour un centre commercial, disons, de 10 000 mètres carrés? Eh bien, pour 10 000 mètres carrés, on y apprend que c'est 4 millions de francs. Alors certes, ça ne nous rajeunit pas beaucoup, mais ça fait plus de 600 000 euros quand même. Et comme c'est toujours plus impressionnant lorsqu'on le voit de nos propres yeux, on vous a fait une très courte compilation des extraits les plus croustillants. On va regarder ça de suite, et après on verra ce qu'il en est aujourd'hui de cette corruption, 12 ans après ce reportage. Les implantations illégales des grandes surfaces, cela fait 12 ans que l'association En Toute Franchise lutte contre. Surfaces illégales, extension non réglementaire. En 2004, selon les chiffres même du ministère du Commerce, près d'une grande surface sur 10 était en situation irrégulière. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, selon l'association, près de 150 000 mètres carrés sont illégaux. À l'aide des plans d'urbanisme, ils contrôlent la légalité de la surface. Une partie du magasin n'a pas de permis de construire. Cette partie-là également n'a pas de permis de construire. On a prévenu la mairie, on a prévenu la préfecture, on a prévenu la DDE, on a prévenu la commission de sécurité. Personne ne les a fait arrêter leurs travaux. Nous avons contacté la mairie de Nice. Par fax, elle nous a précisé que le permis de construire du Leader Price avait bien été annulé. Au jour d'aujourd'hui, on demande aux députés qu'on prenne tous nos dossiers. Ils sont à votre disposition. Et si on a tort, qu'on nous dise, messieurs Diot, madame Donnette, En Toute Franchise, vous avez tort. Il y a eu quand même un laxisme politique, c'est évident. Ce système, le premier à l'avoir dénoncé en public, c'est Michel-Édouard Leclerc. On vous monnaie une autorisation publique contre un financement. Les consignes du parti étaient claires. Si un supermarché voulait s'implanter, il fallait qu'il paye. Alors c'est plus malin que ça, c'est pas un chèque qu'on fait à l'homme politique. On se retrouve au Georges V ou au Ritz, on prend le petit déjeuner ensemble, on a les mêmes serviettes, on échange nos serviettes et vous rentrez chez vous avec 1 million dedans. Jean-Marie Roche est affirmatif. La grande distribution finançait de manière occulte le Parti socialiste. Il m'a donné une fois 100 000, une fois 200 000, une fois 300, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Quand vous achetez aujourd'hui clé en main une surface commerciale, que vous l'achetez à un promoteur, vous savez aujourd'hui que dans le coût, il y a un surcoût. Ça pouvait être un homme politique ou un intermédiaire ou un avocat. Vous savez que quelque part, on vous fait payer 2 ou 3 fois le prix. Pour un 10 000 mètres carrés de surface de vente, c'était de l'ordre de 4 millions de francs. Alors c'est plus malin que ça, c'est pas un chèque qu'on fait à l'homme politique. Après avoir brisé la loi du silence il y a un peu plus de 14 ans, nous avons souhaité faire réagir à nouveau Michel-Édouard Leclerc sur le sujet. Mais visiblement, le patron le plus médiatique de la grande distribution ne souhaite plus reparler de tout ça. Donc vous me parlez de Valérie, c'était réellement, c'était une réalité? Non, je ne veux pas jouer ce rôle-là. Pourquoi vous ne voulez pas jouer ce rôle-là? Parce que je l'ai assez fait. C'est-à-dire qu'après l'émission, vous avez eu des soucis? Mais avant aussi. Avant aussi. Dépression?
Oui, bien sûr. Et là, on était dans le cœur du sujet. Avant 87, objectivement, nous avons été un certain nombre à dénoncer ces pratiques qui ont arrosé l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des maires. Je pense que le système arrosait tout le monde. Alors, en revanche, il y a des pressions à l'emploi. C'est-à-dire, vous avez un projet, monsieur le maire, vous savez que ce projet, c'est 60 emplois dans votre commune. Il y a les pressions sur les aménagements urbains, et ça a été évoqué dans le reportage. Monsieur le maire, je vais vous payer le rond-point et ça ne vous coûtera rien. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a eu un glissement de ces pressions sous une autre forme. On a aussi découvert que les propriétaires de supermarchés ou d'hypermarchés avaient une vraie tendance à prendre des libertés avec les mètres carrés. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de contourner la loi ? Alors moi, je suis assez préoccupé par ce problème. Si on pouvait avoir des sanctions administratives sous astreinte financière, c'est-à-dire le préfet prend une décision de fermeture de la surface illégale. Donc il ferme. Oui. Voilà. Et c'est sous astreinte, c'est-à-dire que si le commerçant qui a utilisé des mètres carrés illégaux continue à exercer son activité, chaque jour, il y a une astreinte qui tombe, avec des ardoises très lourdes. Alors, la dernière photo, pour information, on était Les devant implantations illégales des grands... On était devant le ministère de l'économie et des finances pour interpeller Bruno Le Maire par rapport à ces 418 milliards d'euros. Le documentaire complet de pièces à conviction est disponible sur Internet, les dossiers noirs de la grande distribution. Donc maintenant, on va tout de suite commencer avec Martine pour comprendre comment nous arrivons à ce chiffre de 418 milliards et quelle est la teneur de l'enquête qu'elle mène avec Claude Diot depuis plus de 20 ans dans l'association En toute franchise. Cette vidéo date de 2006 et nous sommes en 2018. Qu'est-ce qui a changé dans ces scandales? Le favoritisme, la concurrence déloyale, tout ce qu'on veut, ben rien. Si ce n'est qu'ils ont divisé les amendes par 10. C'est-à-dire que pour leur faire cadeau, de 1 500 €, ils sont passés à 150 €. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils ne font toujours pas respecter la loi. Bientôt, ça va être 15 francs et 15 € et ça ne sera pas... Donc, depuis 1973, il faut savoir qu'il a été autorisé 77 millions de mètres carrés. Et comme l'indique le ministre du Commerce dans sa réponse que vous avez pu voir, 630 contrôles ont été effectués et sur ces 630, il y avait 9% de surface, d'établissements en surface irrégulière. Donc nous, on a fait un calcul en extrapolant par rapport à ce qui avait été dit par le ministre et par rapport à nos chiffres. Donc nous, on considère qu'il y a 7 millions de mètres carrés. C'est pour ça qu'on arrive, sachant que les astreintes journalières aujourd'hui sont de 150 € par mètre carré. Sur 300 jours d'exploitation, bien qu'il faudrait mettre maintenant 365 parce qu'ils sont ouverts le dimanche, le jour de Pâques, ils sont toujours ouverts. Donc on arrive à 315 milliards par an. Et depuis 13 ans, depuis l'émission, donc on arrive à 4 095 milliards. Donc nous, on s'arrête simplement à la région PACA. On est à 418 milliards uniquement sur les dossiers en notre possession. On n'a pas été plus loin. Comprendre, Martine, c'est-à-dire que vous, votre enquête que vous réalisez depuis 20 ans, vous avez uniquement calculé dans la région PACA les 96 000 mètres carrés, 418 milliards d'euros dont on parle, mais en faisant l'extrapolation des chiffres du ministère en 2005, donc on arrive à 7 millions de mètres carrés. Si on applique l'astreinte de 150 € par jour, on tombe à 4 095 milliards d'euros d'astreinte non réclamée par l'État sur 13 ans. Voilà. Et comme le dira le président de la Commission des affaires économiques, il nous a répondu quand on y est allé le voir, qu'il serait immoral d'aller chercher les infractions. Mais forcément, mais qui c'est qui sont immoraux? C'est bien eux. Ils se font soudoyer pour avoir pour donner des autorisations, et après ils les laissent faire ce qu'ils veulent, puisqu'on le voit bien. Personne ne se déplace. Donc concernant excusez-moi, j'ai dû... Non, c'est ça. Donc en tant qu'association... On est au maximum. En tant qu'association, nous n'avons aucune prise sur la concurrence déloyale puisque c'est de l'ordre public. C'est comme les gendarmes. Les gendarmes, ils font les contraventions. Personne ne peut aller faire les contraventions à la place des gendarmes. Mais là, c'est exactement pareil.
Donc c'est de l'ordre public et de l'autorité des préfets de contrôler et de faire respecter la loi qui encadre les exploitations commerciales. La loi sur l'exploitation commerciale a été instaurée dans le cadre de l'égalité des chances, c'était pour que tout le monde, c'est liberté, égalité, fraternité, et pour la liberté d'entreprendre de toutes les formes de commerce et des équilibres sur le territoire, dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Exploiter illégalement, c'est la rupture d'égalité devant la loi, et nous avons constaté depuis des décennies la fermeture de milliers de commerces en centre-ville à cause, en partie, des surfaces illicites suite à l'incurie des pouvoirs publics. Soit les préfets ne bougent pas, c'est l'inertie malgré les nombreux dossiers qu'on a portés à la connaissance des préfets, soit les préfets enregistrent des surfaces illicites pour la régularisation. Donc pour eux, c'est plus facile qu'ils viennent avec leurs surfaces illicites demander des régularisations, c'est plus facile pour l'État. Soit les contrôles n'établissent pas les réelles infractions et n'aboutissent pas aux sanctions prévues par la loi. Il manque des documents. Quand ils font des contrôles, il y a des documents qui disparaissent. Donc on va vous démontrer simplement 3 dossiers parce qu'on va pas aller, on y passerait. Vous avez combien de dossiers, Martine, en tout? On a plus de 200 dossiers. Donc, 200 dossiers? Ils sont tous à l'identique. Donc là, on va vous parler de Carrefour Vitrolles. Alors, il faut savoir que Carrefour Vitrolles, lui, il a déjà 32% de surface illicite dans le centre commercial. Comment passer de 40 983 mètres à 58 168 mètres carrés sans jamais demander d'autorisation de CDAC? Alors, pour bien comprendre, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la CDAC, Martine? Alors, c'est l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial. Et pourquoi est-elle nécessaire? Pour permettre justement l'égalité des chances et de pouvoir faire des recours si les commerçants savent très bien que de toute manière, ils vont être ruinés après une installation. Donc, la société Carrefour a commencé par faire une jardinerie. Donc, la jardinerie faisait 1800 mètres carrés. Et là, elle a déjà eu un refus d'autorisation. Après, en 1988, ils vont demander un permis de construire de 13 000 mètres carrés. Et comme le poste ne permettait pas, le plan d'occupation des sols ne permettait pas l'autorisation, le maire a refusé le permis, mais ça ne les a pas empêchés de construire. Donc ça, c'est... Pardon. Le bâtiment était construit quand il a été refusé. Donc ça, c'est le refus, pour ceux qui le voient à l'écran, c'est le refus du permis de construire 1988 que vous voyez actuellement. Voilà. Donc en 1989, il y a une moyenne surface qui veut s'installer. On lui dit clairement qu'il ne peut pas avoir d'autorisation puisque le bâtiment dans lequel il veut s'installer a fait l'objet d'un refus de permis de construire. Alors après, les petits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir la DDE et ils demandent un permis de régularisation. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le permis de régularisation va être perdu entre la DDE et la préfecture. Et là, qu'est-ce que va faire la DDE? La DDE, elle va seulement marquer sans réponse réputée favorable. Voilà comment on passe 13 000 mètres carrés de construction avec un refus de permis de construire. Voilà comment on régularise les surfaces. Alors nous, on a mené notre enquête. On a commencé par aller à la chambre de commerce pour lui demander est-ce qu'ils avaient une autorisation. La chambre de commerce nous répond qu'ils n'ont jamais demandé d'autorisation. On porte plainte au président de la République qui demande au préfet de faire le contrôle. Le préfet nous répond que les dossiers de permis de construire ne sont jamais passés devant la commission départementale d'aménagement commercial. Et naturellement, le dossier va arriver devant... Enfin, naturellement, je dis naturellement, ce n'est pas le terme exact. C'est naturel qu'il aille devant le procureur, mais ce que fait le procureur, ce n'est pas naturel. Alors, là, pour bien comprendre, c'est un cas extrêmement grave de manipulation des faits et des dates. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc, pour porter plainte contre des constructions irrégulières, c'est 3 ans. Au-delà de 3 ans, on ne peut pas porter plainte contre des constructions irrégulières. Donc, on était dans les délais quand on a porté plainte. La date d'achèvement de travaux était le 3 décembre 1992. 2 décembre. Pardon. 2 décembre 1992. Et le procureur, pour ne pas poursuivre et pour dire qu'il y a prescription, elle a inversé les dates d'achèvement de travaux et elle a mis le 21 février 1992. Donc là, vous voyez la déclaration d'achèvement de travaux ici, le CERFA 0212,
et le document officiel du procureur qui a inversé, et donc on est au 21 février. Voilà, donc ils se sont dit qu'en faisant un petit tour de passe-passe, ça passerait inaperçu. Sauf à vos yeux. Voilà. Donc, dans ce cadre, eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que les vrais éléments qui auraient pu permettre de poursuivre Carrefour, il n'y avait pas les surfaces d'origine, le refus de la CDEC n'était pas dans le rapport, les constructions en 1988 ne sont pas mentionnées, ni ceux de 89, le permis de 1991 qui n'a jamais été enregistré à la CDEC, et c'est passé à l'AS, et le permis de construire du 27 mars 1995 qui, lui, empêchait la prescription, n'a pas été relevé ni par la direction départementale, la DGCRF, ni par le préfet. Alors, deuxième cas, Carrefour Châteauneuf-les-Martigues. Là, on est sur 100% de surface illicite. C'est-à-dire que... C'est un record. Tant que je gagne, je joue. Tant qu'on peut faire fort, on peut faire fort. Donc, Carrefour obtient un permis de construire sur lequel il y a 4500 m² d'autorisés, avec une autorisation de CDUC, parce qu'il faut savoir que le CDUC existe depuis 1969. Alors, qu'est-ce que le CDUC? C'est exactement pareil qu'aujourd'hui la CDAC. D'accord. C'est l'ancêtre. C'est l'ancienne, c'était urbanisme à la place. Et donc, de 4500, il en a fait carrément 8500. Et il a fait en plus une galerie marchande. Donc, il a doublé l'autorisation accordée. Nous, on se bat depuis 2006. On est en 2018. On se bat depuis 2006. On a gagné des procédures. On a fait annuler des autorisations de... Comment ça s'appelle? Parce qu'en plus, ils demandent non seulement des régularisations, mais ils demandent des extensions sur ces surfaces illicites. Donc, on a obtenu à faire annuler l'autorisation d'extension. Mais qu'est-ce qu'a fait Carrefour? Eh bien, il a demandé la régularisation auprès de la CNAC et la Commission nationale lui a accordé sa régularisation au motif qu'il était en situation régulière. Donc voilà, c'est comme ça, ça se passe comme ça dans les Bouches-du-Rhône, mais enfin dans d'autres départements aussi, parce que on est allé voir dans le Rhône, enfin du Bouches-du-Rhône, on a enlevé les Bouches, on est resté dans le Rhône. Et là, on a Leclerc-Genet, lui, il a 40% de surface illicite. Donc sur 2900 m², sur 2900 m², il a carrément, lui, 1000 m² de surface illicite. Et là, on a sommé le préfet d'aller contrôler et de faire ce qu'il avait à faire. Le 22 novembre 2017. Oui, et le résultat, le mémoire. Alors le préfet nous a fait un mémoire le 25 janvier 2018, c'est pas vieux, hein. Et le préfet nous dit, mais vous comprenez, le pauvre petit monsieur Leclerc, si on allait le contrôler, il devrait 7 millions d'euros et entraîner la suppression de 25 emplois. Dans ces conditions, le préfet nous dit, je ne peux pas mettre en demeure l'exploitant de cesser ces surfaces illicites. Donc en gros, il affirme qu'il y a une condamnation à mettre, mais étant donné qu'elle est trop importante et qu'il ne peut pas l'assumer, il la supprime. C'est comme si on avait une infraction au code de la route et qu'il y avait l'autorité qui nous disait qu'on ne paye pas nos infractions parce qu'on est endetté. Voilà, on peut essayer. Oui, essayer, hein. Ça marche chez Leclerc. J'ai des amendes là, de stationnement. Je pense que tu parleras après. Donc voilà comment ça se passe voilà comment ça se passe quand on demande de contrôler les surfaces de la grande distribution. Donc on a continué, on continue. Hein, parce que là, pour bien comprendre, ces trois cas que nous venons de faire, ces trois cas typiques que vous voyez tout le temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas une exception. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De toute manière, ils ont tous fait des surfaces illicites. Je vais expliquer comment ils procèdent. Donc, ce phénomène quand même d'abus de position dominante, d'exploiter des surfaces illicites, d'être en situation irrégulière, hein, ça a conduit à sacrifier l'environnement, d'être en abus de position dominante, d'obliger les associations à faire des recours, parce que malheureusement, on n'a que cette solution.
Et c'est pour ça qu'ensemble, il va bien falloir trouver d'autres solutions. Et ils sont arrivés à démanteler toute la loi Royer. Donc si la grande distribution avait été contrainte de respecter l'environnement et le droit des sols, elle n'aurait pas pu s'implanter autant qu'elle l'a fait. Sur des zones humides, on l'a bien vu avec nos collègues d'autres associations, sur des zones protégées, des zones inondables ou des zones agricoles. Il y a eu beaucoup de complicité des élus pour modifier les PLU, parce qu'automatiquement, comme ils ne pouvaient pas s'installer, il fallait vite se dépêcher de changer les PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est ce qui réglemente les zones, ce qu'on peut faire sur les terres. Et les conséquences pour les citoyens vont être exposées par Robert Lévesque tout après nous. Donc l'abus de position dominante. Pour ne pas écraser la petite distribution, une réglementation permettait de rechercher l'abus de position dominante. Il y avait le schéma de développement commercial et l'observatoire départemental d'équipement commercial. Donc les travaux de l'observatoire se réunissaient régulièrement. On faisait les zones, savoir de ce qu'on pouvait donner et ce qui pouvait encore être autorisé. Cette réglementation a été supprimée. Le critère de densité commerciale, la représentation des enseignes. Nous reviendrons en détail tout de suite après. Et c'est grâce à cela que les grandes enseignes sont rentrées dans les centres-villes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez tous les Carrefour Express, les Auchan de Pas, les Franprix, etc., etc. Donc nous en tant qu'association en toute franchise, on agit énormément, nous, sur les recours contre les autorisations, puisqu'on n'a que cet outil-là pour pouvoir travailler. Donc la grande distribution n'a qu'un objectif, son expansionnisme et ses parts de marché, parce qu'elle ne travaille pas pour faire du chiffre d'affaires, elle travaille pour des parts de marché, sur tout le territoire national, afin de préserver les droits fondamentaux des commerçants et artisans, qui ne sont pas pris en compte par les membres de la commission. C'est-à-dire que vous avez la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission nationale. Jamais dans ces commissions, on s'occupe qu'est-ce que vont devenir les commerçants. Ils sont complètement ruinés, mais ça, c'est vraiment pas leur problème. Nous avons gagné de nombreuses procédures. Des projets n'ont jamais vu le jour, mais à chaque fois que nous remportons des victoires, les lobbies sont intervenus auprès des pouvoirs en place pour faire modifier la loi qui nous permettait de réussir. C'est ainsi que la loi Royer a perdu toutes ses valeurs d'égalité des chances et de réussite. Heureusement, ces valeurs viennent d'être rééquilibrées grâce à un arrêt du 30 janvier 2018 de la Cour européenne de justice qui a demandé que soit respecté l'environnement et l'environnement urbain. Et c'est pour ça qu'ils sont bien embêtés avec leur nouveau projet de loi. Donc la loi Royer, elle date de 1973, c'est ça ? Voilà. Et elle permettait d'encadrer, d'équilibrer l'aménagement commercial en France. Elle était faite pour ça. Depuis, ils l'ont démantelée. Voilà. Au-delà du favoritisme des situations de concurrence déloyale et d'abus de position dominante, les gouvernements successifs depuis 40 ans ont détricoté la loi Royer. Alors, je l'ai raccourci pour la conférence parce que je me suis dit, je ne vais pas vous bassiner avec tout ce qu'ils ont fait parce que c'est... C'est un très très gros morceau. Le code de l'urbanisme n'est pas fait pour qu'on puisse le comprendre. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 1969, les premières commissions départementales d'urbanisme commercial existent depuis 1969. Elles ont été mises en place dès les projets de 10 000 m² et il y a une loi qui a été votée pour les projets à partir de 3 000 m². Mais il faut savoir quand même, en 1969, il n'y avait pas autant de grandes distributions. Et la France, après la guerre, avait besoin d'être reconstruite. Donc on comprend bien qu'il fallait des projets. Mais à la vitesse où ils sont passés aujourd'hui, c'est plus des projets. Il n'y aura que de la grande distribution, il n'y aura plus rien d'autre. Donc en 1972, il y a une création de 2 taxes. Une taxe sur les surfaces de vente à partir de 400 mètres. C'est pour ça, quand ils nous disent qu'ils ne peuvent pas faire d'inventaire, qu'ils ne peuvent pas faire de moratoire, ils se moquent de nous. Ouvert depuis 1960. Et sur le chiffre d'affaires. Donc tous les chiffres, ils les ont. Donc la loi Royer. Donc en 1973, Jean Royer avait prévu que les commerçants composeraient pour moitié la CDEC, mais la loi n'est pas passée dans ce sens-là. Ils ont retiré les commerçants des CDEC.
La loi est votée le 27 décembre 1973 et pour des projets autorisés de 1000 m² en dessous, des communes en dessous de moins de 40 000 habitants et 1500 m² au-dessus de 40 000 habitants. Mais la grande distribution ne s'est pas satisfaite de ça. Elle a commencé à faire n'importe quoi sur des zones agricoles, des zones protégées. De toute manière, elle continue. Hein, c'est pas... Il y a eu un arrêt de 1978 à 1996. Donc en 1978, vu tout ce qu'ils ont fait, il y a eu un certificat d'urbanisme qui était obligatoire dans les dossiers de CDUC. 1981, alors c'est là que ça commence, hein, étant donné qu'avec la loi de décentralisation, c'est les maires qui vont délivrer les permis de construire, donc c'est l'affolage là. Hein. Ah, c'est à partir de là que c'est 1000 m², c'est 10 000 francs le mètre carré. Hein. Donc, heureusement que M. Bérégovoy est arrivé, parce que lui s'est battu contre la corruption et pour la transparence de la veille économique. Donc, c'est lui qui a mis en place les observatoires départementaux d'aménagement commerciaux. Qui permettaient quoi, ces observatoires? Il permettait justement de calculer pour tant de mètres carrés, pour 300 mètres carrés de surface. C'était pour 1000 habitants. Pour 1000 habitants, à partir de 300 mètres carrés, on ne pouvait plus délivrer d'autorisation. Donc, il y avait un frein et ça permettait les équilibres du territoire. 1996, alors là, je n'ai pas compris parce que c'est Mme Lepage qui était ministre de l'Environnement et c'est elle qui a retiré le certificat d'urbanisme et qui a permis à la grande distribution de repartir sur les terres inondables, naturelles, agricoles et compagnie. 2005, on a la loi sur la charte de l'environnement, donc on aurait pu croire qu'on allait les obliger de respecter la charte de l'environnement. Il y a des dates quand même qu'on est obligé de préciser. Mai 2005, c'est le refus, c'est le non au traité de Maastricht. Et 2006, on a une super directive européenne qui arrive. C'est la directive 2623 du 12 décembre. Et cette directive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord qu'elle n'affecte pas les droits fondamentaux. Donc on a cru que nous, avec cette directive, on allait pouvoir faire respecter les droits des commerçants et des artisans. Elle avait comme raison impérieuse d'intérêt général l'ordre public, donc lutter contre les fraudes, la loyauté des transactions commerciales et la protection de l'environnement et de l'environnement urbain. Sauf qu'on est en 2018 et ce n'est toujours pas transposé dans le droit français. 2007, le 23 février, une loi constitutionnelle enlève la notion de haute trahison. Donc on peut faire maintenant ce qu'on veut, les présidents de République peuvent vous trahir comme ils veulent. Donc 2007, installation de la commission pour libérer la croissance française au nom de... La commission s'appelle la commission Jacques Attali. Donc à partir de là, mais il faut dire aussi que Attali, il est là quand même depuis Mitterrand en 1981. Donc ça veut dire qu'on l'a toujours eu. À l'époque, Emmanuel Macron était inspecteur des finances et il était nommé rapporteur adjoint de la commission Attali. Alors quand j'entends sur Internet qu'on nous dit « Mais vous comprenez, Macron, il arrive, c'est un nouveau ». Pas si nouveau que ça. 2008, loi de modernisation est adaptée suivant les conseils de M. Attali. Donc là, on a la suppression de la densité commerciale, la suppression du critère à l'emploi, le relèvement des seuils de 1000 m², plus de représentation des commerçants et des artisans dans les CDAC, donc plus de CCI et plus de chambres de métiers, et plus de fonctionnement de l'observatoire et des travaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial. C'est-à-dire qu'on est reparti en marche arrière grave. Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le 28 août 2008, ils vont faire une circulaire qui va permettre à la grande distribution de faire 1000 m² sans aucune autorisation. Et alors, il faut dire que là, en l'espace, elle a été retirée le 24 octobre 2008 parce qu'on l'a mis devant le Conseil d'État, ils l'ont retiré. Il faut savoir qu'à cette période, ils ont fait 4 millions de mètres carrés sans aucune autorisation. Donc pour bien comprendre, le 28 août, cette circulaire qui permet de construire jusqu'à 999 mètres carrés sans autorisation,
2 mois après, ils la suppriment. En 2 mois, ils construisent 4 millions de mètres carrés. Et ils n'ont pas retiré. Ils les ont pas retirés après. Et ils retirent la circulaire donc, le 24 octobre parce que vous faites un recours au Conseil d'État. Voilà. Que l'on gagne d'ailleurs. Que vous Ah gagnez. oui, puisqu'ils l'ont retiré. Mais il faut dire que, en particulier les Leclerc, ils n'ont pas fait 900 mètres carrés. Ils ont fait 3 fois 900 mètres carrés. Par exemple, le Leclerc de Fleury-les-Aubrais ou le Leclerc d'Olivet. 2012, on change, on a M. Hollande. Mais troisième mauvaise surprise pour les commerçants, on a la loi Pinel. Et qu'est-ce que va faire la loi Pinel? Elle va supprimer le nom de l'enseigne, le certificat de la Taxcom quand il y a les extensions. Monsieur Valls va retirer le décret pour aller chercher les surfaces illicites, pour les sanctions des surfaces illicites. Les inventaires départementaux des grandes surfaces ne vont plus être publiés. Et suppression de l'intérêt à agir des associations de l'environnement contre les autorisations de la CDAC. Alors là, c'est le bouquet, c'est le pompon. Ils peuvent vraiment... Ça veut dire qu'aucune association ne peut faire de recours? Les associations de l'environnement. De l'environnement. Alors nous attendons, je ne sais pas où elle est Catherine, nous attendons une occasion quand même pour faire une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. 2015, M. Macron, en tant que ministre, je ne sais plus quoi, alors ministre de l'égalité des chances. Ça lui va bien. Oui, hein, pour la croissance et l'égalité des chances, retire la notion ni cessible ni transmissible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les autorisations de CDAC et de CNAC sont délivrées à des promoteurs, mais on ne sait plus où vont atterrir les autorisations. Donc là, on ne peut plus du tout appliquer l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne sur l'abus de position dominante. Et la dernière c'est du 3 mai 2007. Madame Pinel, 2017, pardon, Madame Pinville a carrément dit dans une circulaire qu'il fallait purement et simplement annuler les SCOT s'ils venaient en contrariété d'une autorisation. Mais je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait de procédure pour aller contre le SCOT. Donc on supprime le SCOT plutôt que de... Vous pouvez voir le document en fait, qui stipule précisément, donc ça c'est un extrait, hein, qui dit qu'il vaut mieux effectivement supprimer le fameux document, donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est un petit peu le document le plus important en termes d'aménagement. C'est celui qui devait être respecté dans l'article 752.6 qui délivre des autorisations. On dit qu'il doit être conforme au SCOT. Et bien là, quand ça va les déranger, quand ça pourrait être conforme au SCOT, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément supprimer le SCOT. Pour bien comprendre l'importance de ce document, c'est un document qui est voté par région, qui est coécrit dans des commissions publiques et qui est valable pendant 6 ans. Et donc, de ce document-là, les municipalités vont adapter leur PLU, leur plan local d'urbanisme. Du coup, c'est un document extrêmement important. Et ce document, il demande donc au préfet, tout simplement, de ne pas en tenir compte sous peine de violer le principe de libre établissement. Donc, le principe de la citoyenneté, de la démocratie, celui-là, il est remplacé par le principe de libre établissement d'un commerce. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est parce que nous avons travaillé sur 30 départements. Parce qu'avant, on nous disait, mais vous comprenez, vous êtes des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, c'est particulier. Donc, on s'est dit, on va aller voir ailleurs comment ça se passe. On a été déçus parce qu'on s'est aperçu que c'est partout en France. Voilà. Et c'est parce que nous avons travaillé sur 30 départements que nous avons été confrontés à des problèmes identiques. Et donc, on peut dire aujourd'hui que c'est un problème systémique. Et qu'aujourd'hui, un moratoire s'impose. Parce que sans un moratoire, on n'aura jamais combien de surfaces illicites, combien d'argent qui ne sont jamais perçus par l'État, et surtout à combien de mètres carrés on est exactement, puisqu'ils ne veulent pas sortir les chiffres. Alors ce moratoire, tout le monde était plutôt partant pour le réaliser, l'association Centre-Ville en Mouvement. Il y avait 140 députés. 140 députés. Que vous a dit Benjamin Griveaux en octobre 2017 à ce sujet? Eh bien, il nous a dit qu'il ne faut surtout pas faire de moratoire au titre de le libre établissement de la grande distribution. Alors, juste petite... Il y aurait 9 millions.
De quoi? Qu'il y aurait d'autres mètres carrés donnés. Et en plus, il a annoncé, il a annoncé 900, en plus la création de mètres carrés supplémentaires. Juste pour information, Benjamin Griveaux, de 2014 à 2016, était le directeur de la communication d'Unibail-Rodamco. Alors, personne ne connaît Unibail-Rodamco. C'est le premier aménageur européen, le premier aménageur commercial. Je crois qu'ils sont pas loin d'être le premier mondial. Ils viennent d'acquérir Westfield. Donc, c'est un gros mastodonte. C'est celui qui s'occupe de tous les projets pour les grands groupes de distribution. Donc, lui, pendant 2 ans avant d'être en marche, il était en Rodamco. Directeur de la communication. Voilà. Donc, très certainement, ça ne devait pas plaire à ses amis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour pouvoir essayer de lutter contre ça? Depuis 2007, à chaque élection présidentielle, on a averti tous les candidats pour leur demander de signer une charte. Et nos propositions, c'est toujours le respect de la liberté d'entreprendre des commerçants et des artisans, puisque eux, ils s'occupent de la liberté d'entreprendre de la grande distribution. Donc, nous, on s'occupe de la liberté d'entreprendre des commerçants artisans. Renforcer les lois concernant les contrôles pour récupérer les 418 milliards, ne serait-ce que des Bouches-du-Rhône. Réduire le délai des procédures pour éviter la mise en liquidation des requérants, parce que bien souvent, les requérants sont ruinés avant la fin des procédures. Prise en compte dans les liquidations judiciaires, la concurrence déloyale et les abus de position dominante. Parce que ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Et par contre, ils savent vous dire, oui, le commerçant n'est pas ouvert entre midi et 2. C'est le cas de le dire. Alors, constat, donc, aujourd'hui, la situation est tellement catastrophique que le gouvernement met en place des opérations Axeur Cœur de Ville, mais uniquement pour 222 villes. 222 villes. Il y a 36 000 villes en France. Il y a des villes qui n'ont plus du tout de commerce, mais enfin, ils ne s'occupent que 222 villes. D'autant plus que dans ce projet qui s'appelle Cœur de Ville, hein, c'est ça, Action Cœur de Ville, ils veulent supprimer les autorisations pour les commerces de centre-ville. Oui. Alors, j'y arrive. Donc, sans lutter contre la concurrence déloyale et les abus de position dominante, parce que voilà, ils vont aider 222 villes, mais ils ne traitent pas ni la concurrence déloyale, ni les abus de position dominante. Pire, dans son projet de loi, le gouvernement, en supprimant les autorisations d'exploitation dans les centres-villes, favorise encore une fois les grandes enseignes, ce qui va à l'encontre de nos revendications exprimées depuis 2006 pour le maintien de l'égalité des chances. Enfin, le Sénat aujourd'hui propose sa propre loi qui va dans le sens de nos propositions. Remédier au déclin du FISAC, donc c'est un fonds pour aider la sauvegarde des commerces et des artisans, qui a baissé de 82% en 2018. Imposer un régime d'autorisation pour les entrepôts Amazon. Stop à la discrimination avec les petites entreprises. Donc on verra si ça va être pris par le gouvernement. Réduire le seuil des autorisations dans les périmètres d'une opération de revitalisation. Parce qu'il ne suffit pas de donner ils vont donner 5 milliards pour revitaliser les villes, mais ils ne suppriment pas les autorisations. Rendre conformes les autorisations de CDEC avec le SCOT. Donc ça, c'est ce que nous demandons. Donc là, il veut que ça soit obligatoirement conforme. Refuser l'enregistrement des surfaces illicites. Donc là, ils ont pris conscience. Ils disent qu'on n'enregistre plus des surfaces illicites pour demander les régularisations, au moins qu'elles soient sanctionnées. Et lutter contre l'artificialisation et l'imperméabilisation des terres, respecter les espaces agricoles et naturels. Alors là, le gouvernement... Donc ce projet, il reprend tout ce que vous demandez depuis 2006 et il est tombé il y a quelques jours. Oui. Il va à l'encontre totale de ce que le gouvernement veut appliquer. Il reprend la charte que nous avons remis à chaque présidentielle. Depuis 2007. Donc il s'est inspiré plus ou moins de votre travail. Donc nous sommes pour un moratoire afin de lutter sérieusement contre les abus de position dominante et de concurrence déloyale. Et la proposition de loi du Sénat est plus proche du respect de l'égalité des chances, de toutes les formes de commerce et de la protection des sols et de l'environnement. Voilà, messieurs, dames. Merci de m'avoir écouté.